Au cœur de l'Allemagne, des scientifiques ont découvert des formes de vie bizarres dans une mine radioactive. En Saxe, au fond de la Terre, une substance visqueuse orange rampe le long des murs, s'écoule du plafond en filaments étranges et vit depuis des décennies dans un environnement qui devrait normalement être mortel. Je vais vous montrer les incroyables images originales de ce que les chercheurs ont réellement découvert là-dessous. Et on commence tout de suite. Aujourd'hui, on va parler d'une découverte très bizarre dans les magnifiques montagnes de grès de l'Elbe en Allemagne. Et si ce genre d'histoire sur les découvertes farfelues de notre planète te fascine autant que moi, n'hésite pas à cliquer tout de suite sur le bouton de s'abonner. C'est totalement gratuit et tu ne rateras plus jamais de vidéos passionnantes. Et ceux qui sont déjà abonnés aident énormément la vidéo en mettant un pouce bleu. 5000 likes devraient apaiser l'algorithme de YouTube. Merci les amis. Oui, que vous le croyez ou non, l'Allemagne a autrefois été un pays producteur d'uranium. Mais si on regarde la liste des plus grands producteurs d'uranium de ces dernières années, on constate que l'Allemagne en est depuis un certain temps à 0,0 tonnes d'uranium extrait par an. En RDA, on extrayait activement de l'uranium dans la mine de Königstein en Suisse saxonne pour l'exporter vers l'Union soviétique, mais la mine est à l'arrêt depuis 1990. Il y en a sûrement parmi vous qui vont dire « Mais dans le tableau, j'ai vu que l'Allemagne a extrait de l'uranium pendant bien plus longtemps ». C'est vrai, car en réalité, lors de la réhabilitation d'anciennes mines comme celle de Königstein, une certaine quantité d'uranium continue d'être produite. Depuis la fermeture, on s'efforce surtout dans ce genre de mine de purifier les eaux d'exor en extrayant l'uranium de l'eau contaminée à l'aide de systèmes de filtration. Et l'uranium récupéré dans l'eau peut bien sûr être vendu, ce qui est un joli bonus. Mais aujourd'hui, la quantité d'uranium présente dans les eaux d'exor de la mine de Königstein est si faible qu'on ne peut plus en extraire quoi que ce soit de significatif. Le dernier chargement de boue d'uranium, d'un poids de 19,5 tonnes, a été expédié aux États-Unis en 2021. Je me demande bien sur quelle plateforme on vend de la boue d'uranium. eBay. Dans un reportage du MDR de 2021, nous en apprenons davantage. Ici, on charge le dernier transport de boue contenant de l'uranium provenant de la mine de Königstein dans un camion-citerne. 20 tonnes, dont 4 d'uranium. Ça doit être enrichi en République tchèque. La concentration en uranium dans les eaux de mine n'a cessé de baisser au cours des dernières décennies. Ça ne vaut plus la peine de séparer cette matière, qui sert à faire fonctionner les centrales nucléaires. L'uranium, qui continue d'affluer avec les eaux de mine depuis une profondeur de 300 mètres, sera à l'avenir stocké dans une décharge. La mine elle-même produit de l'uranium naturel. L'étape suivante, qui se déroule actuellement chez notre partenaire en République tchèque, c'est seulement à partir de là qu'on parle de combustible nucléaire. C'est pour ça que personne n'a à s'inquiéter si, à l'avenir, les substances nocives issues de la mine sont stockées en surface. Dans la mine d'uranium de Königstein, on extrayait alors parfois plus de 1000 tonnes d'uranium par an. Et pour que l'uranium puisse être extrait de la roche, les mineurs ont pompé des litres d'acide sulfurique directement dans la roche. Imagine un peu, on prend l'un des acides les plus toxiques qui soit et on en déverse des tonnes sous terre pour extraire de l'uranium. Lorsque l'exploitation minière est devenue non rentable, la mine a été inondée afin de limiter les dommages environnementaux. Et c'est précisément dans ce réseau de tunnels inondés, à 250 mètres sous la surface, qu'il s'est passé quelque chose que personne n'avait prévu. Quand, des années plus tard, des employés sont redescendus dans les galeries pour vérifier l'état de la mine, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Des formations en forme de cône pendèrent du plafond, un peu comme des stalactites, mais pas en calcaire. C'était une masse visqueuse de couleur orange-brun. Et au fond des canaux d'évacuation, un mucus visqueux et filandreux serpentait dans l'eau comme de longs vers. Pas de lumière, une température d'à peine 13 à 15 degrés et un pH d'environ 2,7 à 2,9. C'est à peu près aussi acide que du jus de pamplemousse, mais avec une bonne dose d'uranium, de fer et de sulfate en plus. Pour nous, ça ressemble au dernier endroit sur Terre où quoi que ce soit pourrait survivre. Une équipe de chercheurs dirigée par la scientifique Isabelle Zirnstein du centre Helmholtz de Dresde-Rossendorf a examiné de plus près ces formations visqueuses. Et ce qu'ils ont découvert a surpris même les microbiologistes les plus expérimentés.
En effet, on pensait au départ que seules des bactéries simples pouvaient survivre dans un environnement aussi hostile, mais la réalité s'est avérée bien différente. Dans leur étude, les chercheurs expliquent que les eucaryotes colonisent ces habitats extrêmes bien plus largement qu'on ne le pensait jusqu'à présent et qu'ils jouent peut-être un rôle important dans le cycle du carbone de ces environnements miniers. Attendez une seconde, les eucaryotes. Certains d'entre vous ont sans doute encore des souvenirs flous du cours de biologie. Pour tous ceux qui doivent réfléchir un instant parce qu'ils allaient toujours chercher de la craie, les eucaryotes sont des êtres vivants dont les cellules possèdent un vrai noyau cellulaire bien délimité. Exactement comme nos propres cellules corporelles, ça inclut les animaux, les plantes et les champignons, mais aussi de nombreux organismes unicellulaires comme les amibes ou les flagellés. Leur structure cellulaire est donc plus complexe que celle des bactéries, chez lesquelles le génome flotte librement à l'intérieur de la cellule. En gros, c'est bien plus complexe que ce à quoi on s'attendrait normalement dans un bouillon acide radioactif. Ce que les chercheurs découvrent au microscope ressemble vraiment presque au scénario d'un film de science-fiction. De minuscules flagellés qui nagent dans l'eau, des amibes qui se faufilent sans forme dans le mucus, des filaments fongiques qui s'étendent à travers les stalactites et même des rotifères, les plus gros organismes de tout cet écosystème, pouvant atteindre jusqu'à 200 micromètres de long. À l'échelle de ce monde microscopique, c'est déjà un vrai géant. Tous ces organismes forment ensemble une chaîne alimentaire qui fonctionne. Tout en bas de la chaîne, on trouve certaines bactéries qui ne tirent pas leur énergie de la lumière du soleil, comme le font les plantes, mais d'une réaction chimique entre le fer et le soufre. On les appelle des bactéries chimolithotropes et elles constituent en quelque sorte le fondement de tout l'écosystème. Les petits flagellés et les amibes se nourrissent d'elles et sont à leur tour mangés par des rotifères et des ciliés plus gros. Un véritable petit écosystème au cœur du trou le plus sombre et le plus contaminé qu'on puisse imaginer. Dans leur étude, les chercheurs expliquent aussi que les deux types de biofilms, aussi bien les formations en forme de stalactites au plafond que les filaments visqueux au fond, sont constitués chacun d'un mélange de bactéries et d'eucaryotes et forment une communauté microbienne étonnamment autonome. Les chercheurs ont aussi trouvé particulièrement passionnant que plusieurs des espèces découvertes n'aient jamais été détectées auparavant dans un environnement aussi riche en uranium. Outre les flagellés, les amibes et les rotifères, les chercheurs ont d'ailleurs trouvé quelques espèces vraiment exotiques, de minuscules acariens qu'on a plutôt l'habitude de voir dans le compost ou sur du bois pourri, mais qui ici se promenaient joyeusement dans la boue acide. Au total, les scientifiques ont pu mettre en évidence plus d'une douzaine de groupes génétiques différents, allant des champignons aux ciliés, en passant par des organismes unicellulaires, jusqu'alors totalement inconnus et encore sans nom, qu'il n'a pas été possible de classer dans une espèce connue. On peut presque parler d'un petit zoo. Ce qui me fascine particulièrement dans cette histoire, c'est cette incroyable capacité d'adaptation de la vie. On parle ici d'un endroit totalement dépourvu de lumière du soleil, avec une eau très acide et une forte concentration en uranium. Et pourtant, un écosystème petit mais complet s'est établi ici au fil des décennies. La nature trouve vraiment un chemin partout, peu importe à quel point nous, les humains, considérons un endroit comme inhospitalier. À la fin de l'étude, les chercheurs ont également constaté qu'il est absolument nécessaire de prendre en compte de tels écosystèmes à l'avenir lorsqu'on veut évaluer comment les substances radioactives se propagent dans un tel environnement, car ce n'est pas seulement la chimie, mais aussi la vie active qui influence la migration de ces métaux lourds. On n'avait certainement pas du tout envisagé cette circonstance lors du scellement initial de la mine de Königstein. Il est d'ailleurs intéressant de comparer avec d'autres sites extrêmes. Des chercheurs ont trouvé des communautés vivantes similaires, par exemple, dans le Rio Tinto, en Espagne. Une rivière qui, en raison de gisements minéraux naturels, est elle aussi extrêmement acide et riche en métaux, mais qui, contrairement à Königstein, coule à la surface et reçoit donc la lumière du soleil. Et c'est justement cette différence qui explique bien sûr pourquoi la biodiversité du Rio Tinto est encore bien plus grande que celle des mines souterraines de Saxe. Sans lumière du soleil, les organismes photosynthétiques classiques comme les algues sont tout simplement absents, et l'écosystème tout entier doit alors se reposer entièrement sur l'énergie chimique issue du fer et du soufre. Malgré ça, ou justement à cause de ça, c'est d'autant plus remarquable de voir à quel point la vie s'est installée de manière stable et diversifiée, même dans ces conditions difficiles au plus profond de la Terre. Et c'est une découverte assez importante, car si on pousse un peu plus loin la réflexion, ça pourrait aussi être passionnant pour la recherche de vie extraterrestre, non ?
car sur d'autres planètes, Lune ou planète naine, il pourrait y avoir sous la surface des habitats fortement acides, riches en métaux et exposés à un rayonnement élevé. Ces conditions seraient tout à fait envisageables, surtout sur des exoplanètes présentant une activité volcanique intense ou une atmosphère très ténue. Les organismes de Königstein montrent que les communautés vivantes complexes n'ont pas forcément besoin de la lumière du Soleil, mais peuvent vivre entièrement grâce à des réactions chimiques dans la roche. Même la radioactivité ne signifierait pas forcément la fin de la vie, tant que les organismes s'y adaptent grâce à des mécanismes de réparation, des biofilms protecteurs ou des structures cellulaires particulièrement résistantes. Pour l'astrobiologie, ça veut dire que dans notre quête de la vie, on ne devrait pas se contenter de chercher des paradis semblables à la Terre, avec de l'eau, de l'oxygène et des températures agréables. Peut-être que la vie extraterrestre se cache justement là où on s'y attendait le moins jusqu'à présent, bien en dessous de la surface d'une planète apparemment totalement inhospitalière à la vie. J'ai demandé à l'IA de visualiser une telle forme de vie. Écrivez-moi comment nous devrions appeler cet alien. Je suis très curieux de connaître vos suggestions. En tout cas, je n'aimerais vraiment pas le croiser. Oui, Königstein nous montre donc de manière impressionnante. La vie a apparemment besoin de bien moins que ce que nous pensions pour conquérir un habitat. Pas de lumière du soleil, des acides mortels, des rayonnements radioactifs. Rien de tout ça n'est un problème tant qu'il y a de l'énergie à exploiter quelque part. Et qui sait quels écosystèmes bizarres on va encore découvrir quand on commencera à explorer de plus près les derniers recoins sombres de notre planète. Je vous tiendrai au courant de telles découvertes. Alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et puisque nous parlons de découvertes bizarres, on part maintenant en Antarctique car là-bas, des chercheurs ont découvert quelque chose qui devrait en fait être impossible. Des os humains datés de plus de 200 ans, datant d'une époque où l'Antarctique n'avait même pas encore été découvert. Comment est-ce possible et qui était en Antarctique avant sa découverte? Tu trouveras toutes les réponses dans la vidéo affichée en haut à droite, jette-y un œil, ça vaut le coup. En bas à droite, comme d'habitude, un autre sujet autour de la science et de l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis.